Nous sommes en 1900, au cœur de la forêt dense du Ghana. Les guerriers Ashanti, armés de fusils anciens, de lances et de machettes, font face à l'armée britannique. En face, des canons, des mitrailleuses et des soldats venus du Nigeria et de Sierra Leone. Le sol tremble sous les détonations, l'air est saturé de poudre et de cris. Et pourtant, les Ashanti tiennent bon. Au milieu du chaos, une silhouette se dresse. Une femme, fusil à la main, foulard blanc sur la tête, regard implacable. Elle n'a rien d'une guerrière ordinaire. Elle est la reine-mère des Jisou. Son nom, Yaa Asantewaa. Et ce jour-là, elle conduit son peuple dans l'ultime bataille pour sauver son honneur et protéger le trône d'or. Comment en est-on arrivé là? Comment une reine-mère de plus de 60 ans a-t-elle pris la tête d'une armée entière pour défier l'Empire britannique? Et pourquoi cette guerre, perdue d'avance, est-elle devenue un symbole éternel de résistance? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, revenir à l'histoire d'un empire, de ses traditions et de ses humiliations, et d'une femme qui a refusé de plier. Aujourd'hui, remontons ensemble le fil de l'histoire de Yaa Asantewaa, la reine-mère qui fit trembler l'Empire britannique. Mais avant, je me permets de prendre quelques instants pour remercier tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela me fait vraiment chaud au cœur. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour découvrir les figures incroyables de l'histoire noire qui ont changé le cours des choses. À la fin du 19e siècle, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Ghana, s'élève l'un des royaumes les plus puissants du continent, l'Empire Ashanti. Sa capitale, Kumasi, est un carrefour bouillonnant. Dans ses marchés, l'or scintille, le cacao et la cola s'échangent contre des tissus, des armes et des épices. On entend le bruit des perles et des bracelets en bronze, les cris des marchands vantant leurs produits, le pas lourd des porteurs. Kumasi est une ville vivante, riche, organisée. Mais la force de l'Empire Ashanti ne réside pas seulement dans ses richesses. Elle repose sur une organisation politique singulière qui intrigue encore aujourd'hui, le système matrilinéaire. Ici, c'est par la mère que se transmet la lignée et l'héritage. Un roi n'est pas choisi pour être le fils d'un roi, mais pour être le fils de la bonne lignée maternelle. Et à chaque niveau de pouvoir, aux côtés du chef, se tient une reine-mère. Elle n'est pas une figure symbolique. Elle conseille, arbitre, peut même destituer un roi si nécessaire. En temps de crise, elle assure aussi la régence. Les reines-mères ne sont pas seules. Elles s'appuient sur les savants, gardiens du savoir et des traditions qui transmettent l'histoire. Les proverbes, la mémoire des ancêtres. Le politique et le spirituel se mêlent ainsi dans une architecture où la voix des femmes pèse lourd. Un symbole sacré représente ce système. Le trône d'or. On dit qu'il fut appelé du ciel par un prêtre légendaire. Ce sage, à la fois guérisseur, législateur et visionnaire, planta la vision de l'Empire. Un jour, devant l'Assemblée, il fit descendre du ciel un trône étincelant, recouvert d'or. Mais ce trône n'était pas destiné à ce que quelqu'un s'assoie dessus. Il incarnait l'âme, la mémoire et l'unité de tout le peuple Ashanti. Il n'appartenait pas au roi, il n'appartenait pas à la nation. Et quiconque oserait le profaner condamnerait l'Empire à disparaître. Mais la prospérité attire toujours la convoitise. Depuis la côte, les Britanniques installés dans la colonie de la Gold Coast lorgnent sur les richesses de l'intérieur. D'abord, ils essayent la diplomatie, traités, accords biaisés, promesses vides. Puis, ils mettent la pression, imposent des taxes, coupent les circuits commerciaux et menacent d'attaque. Face à la résistance, ils choisissent la voie brutale. Les armes. Au fil des décennies, plusieurs guerres opposent les Ashanti et les Britanniques. Chaque fois, les Ashanti combattent avec courage, mais chaque fois, les Britanniques reviennent nombreux, mieux armés, avec des canons et des fusils modernes. En janvier 1896, les Britanniques marchent sur Kumasi. La capitale Ashanti tombe entre leurs mains. Le roi est saisi, emmené de force, déporté d'abord à Freetown, en Sierra Leone, puis encore plus loin à des milliers de kilomètres, les îles Seychelles. Pour les Britanniques, la victoire est totale. Privés de leur roi, humiliés, les Ashanti semblent vaincus. Mais c'est là qu'ils commettent une erreur fatale. Croire que le peuple privé de son souverain se soumettrait. Car en vérité, au cœur de cet empire blessé, une autre force couve. Une voix s'apprête à s'élever. Pas celle d'un roi, ni d'un guerrier,
mais celle d'une femme. Avant d'être une figure de guerre, Yaa Asantewaa est une femme de la terre. Elle grandit dans un environnement rural, entourée de champs et de traditions. Mariée à un riche cultivateur, elle connaît une vie prospère mais simple, où l'agriculture rythme les saisons. Ce quotidien forge son caractère. Dans une société où la voix des femmes compte, elle apprend tôt la valeur de la parole, du courage et du refus de céder. Elle n'est pas une guerrière par naissance. Elle est une femme qui observe, écoute et comprend le poids de la justice et des ancêtres. Son frère aîné devient le chef des Jizou. À sa mort, Yaa Asantewaa accède au rôle de reine-mère. C'est elle qui choisit le successeur, son petit-fils qu'elle installe sur le trône. Ce geste marque déjà son autorité. Elle n'est pas dans l'ombre. C'est elle qui décide. Puis 2 ans plus tard, tout bascule. Koumassi est prise par les Britanniques. Et le roi est enlevé, est exilé. Dans ce vide politique, Yaa Asantewaa ne recule pas. Elle prend le rôle de régente. Ce rôle, elle l'endosse avec une fermeté rare. Elle devient l'autorité qui maintient la cohésion, arbitre les différends, protège le trône d'or. Elle n'est plus seulement la gardienne des traditions. Elle devient la voix de stabilité dans un monde en train de basculer. Peu à peu, son autorité dépasse Ejizou. Dans les conseils régionaux, sa parole compte. Les chefs la respectent pour son courage, son franc-parler, sa capacité à dire tout haut ce que beaucoup taisent. Le peuple voit en elle une figure de force, une femme qui ne tremble pas face aux Britanniques. Elle incarne dans ses années de doute la colonne vertébrale de la dignité Ashanti. 4 ans plus tard, en mars 1900, Koumassi est toujours entre les mains des Britanniques. Le gouverneur, Frederick Olson, sûr de son autorité, réunit les chefs Ashanti dans la capitale occupée. Et là, il commet l'irréparable. Il exige le trône d'or. Suite à cette demande, les chefs se réunissent. Dans la grande salle, l'air est lourd, saturé d'angoisse. Certains chuchotent qu'il faut céder pour éviter la destruction. D'autres se taisent, écrasés par la peur. Alors, une femme se lève, Yaa Asantewaa. Drapée de son foulard blanc, le regard fixe, elle domine l'assemblée. Elle n'élève pas la voix tout de suite, elle laisse d'abord planer le silence. Puis, ses paroles jaillissent, nettes, tranchantes. Si vous, les hommes d'Ashanti, restez assis pendant que les Blancs humilient notre roi et convoitent notre trône sacré, alors nous, les femmes, nous irons. Oui, nous combattrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Ces mots font l'effet d'un coup de tonnerre. La peur qui paralysait la salle se dissipe. Les chefs se redressent, galvanisés. Des voix crient leur accord. Certains jurent sur leur ancêtre de défendre le trône jusqu'au bout. En un instant, Yaa Asantewaa brise l'hésitation. Elle rallume la flamme de l'honneur. Et elle gagne un nouveau titre, chef de guerre. Elle n'est plus la régente des Jizou. Elle est désormais celle qui incarne la résistance Ashanti tout entière. Les tambours de guerre résonnent. De village en village, on appelle à l'union. Des jeunes hommes sortent le fusil, hérité de leur grand-père, parfois rouillé, parfois encore efficace. D'autres n'ont que des lances, des machettes, des arcs. Les anciens, eux, transmettent des chants, des prières, des rituels pour donner du courage. Au centre de ce déferlement se tient Yaa Asantewaa. À plus de 60 ans, elle se tient droite, fusil en main. Sa voix résonne dans la nuit. Pour le trône, pour Ashanti. En quelques jours, près de 12 000 guerriers se rassemblent. Mais ce n'est pas seulement une armée d'hommes. Les femmes jouent un rôle central. Elles préparent les vivres, soignent les blessés, portent les messages à travers la forêt. Beaucoup aussi prennent les armes. La guerre, désormais, n'est plus seulement l'affaire des hommes. C'est l'affaire d'un peuple entier. La stratégie est claire. Assiéger Koumassi. Dans le fort britannique se trouvent environ 1000 hommes, soldats et civils, retranchés avec le gouverneur Hodgson et son épouse. Les Ashanti coupent toutes les routes. Les Britanniques ne reçoivent plus de renforts, ni de nourriture, ni de nouvelles du monde extérieur. La forêt dense, épaisse, devient leur prison. Chaque jour, les guerriers attaquent. Ils surgissent des bois, tirent, puis disparaissent dans les ombres. Chaque nuit, les tambours retentissent. Les chants emplissent l'air, privant les soldats britanniques de sommeil. À l'intérieur du fort, la situation se dégrade vite. La nourriture vient à manquer. Les soldats mangent du riz périmé, boivent une eau boueuse. La dysenterie se répand. Les récits des colons parlent de la peur constante de ces voix dans la nuit qui semblaient venir de partout. Les femmes Ashanti répondent présents.
Elles se relaient pour transporter l'eau, soigner les blessés, chanter pour galvaniser les combattants. Elles encouragent les jeunes à ne pas céder. Elles rappellent aux anciens l'honneur des ancêtres. Et certaines prennent place sur la ligne de front. Les Britanniques encerclés commencent à douter. On raconte qu'Hodgson lui-même, terré dans son fort, craignait chaque nuit d'être pris d'assaut. Mais cette guerre reste inégale. Les Ashantis ont le courage, la ferveur, la connaissance du terrain. Les Britanniques, eux, ont les armes modernes. En juin, des renforts arrivent du Nigeria et de la Sierra Leone. Des milliers d'hommes équipés de canons et de mitrailleuses. Quand ces armes tonnent, le bruit est assourdissant, métallique, presque inhumain. Les guerriers Ashantis tombent par dizaines. Le sol de la forêt devient un tapis de sang. Pourtant, ils tiennent encore. Pendant des mois, de mars à septembre 1900, ils résistent malgré la faim, malgré la mort. Jamais un empire africain n'aura tenu aussi longtemps face à la machine coloniale britannique. Peu à peu, la supériorité logistique des Britanniques écrase la résistance. Les villages autour de Koumassi sont incendiés, les lieux sacrés détruits. Les derniers guerriers se replient. Et Yaa Asantewaa, elle est toujours là. Elle continue à exhorter ses troupes. Son courage seul suffisait à maintenir l'espoir. Mais en décembre 1900, elle est capturée avec plusieurs dignitaires. En 1901, les Britanniques décident de l'éloigner à jamais. Elle est embarquée de force, avec d'autres chefs sur un navire. D'abord vers Freetown, en Sierra Leone, puis encore plus loin, les îles Seychelles. Elle y restera 20 ans, jusqu'à sa mort en 1921. La guerre du trône fut une défaite militaire, mais une victoire morale. Pendant 6 mois, l'Empire britannique a tremblé face à un peuple conduit par une femme, et ce peuple a prouvé qu'il préférait la mort à l'humiliation. Pour les Ashantis et pour l'Afrique tout entière, Yaa Asantewaa est devenue plus qu'une reine-mère. Elle est devenue un symbole d'honneur, de dignité et de résistance. Mais si les Britanniques pensaient effacer sa mémoire en l'exilant, ils se sont trompés, car son nom, son courage, son cri de dignité ont traversé les temps. Aujourd'hui, au Ghana, le nom de Yaa Asantewaa résonne encore. Les écoles portent son nom, symbole de l'éducation et de l'émancipation des filles. Des monuments, des festivals, des chansons rappellent son histoire. Dans les villages Ashantis, on raconte encore ses paroles aux enfants pour leur apprendre à marcher la tête haute. D'ailleurs, son nom dépasse même les frontières du Ghana. Dans les années 1950 et 1961, des leaders panafricains comme Kwame Nkrumah ou Julius Nyerere voient en elle une source d'inspiration. Elle devient une figure pour les luttes d'indépendance, une preuve que l'Afrique n'a jamais accepté la domination coloniale sans résistance. Et plus tard, elle inspire les luttes féminines africaines. À côté des figures comme Funmilayo Ransome Kuti ou Wangari Maathai au Kenya, elle incarne la force des femmes africaines qui refusent de rester dans l'ombre. Son héritage ne nous appartient pas seulement comme une histoire du passé, il nous interpelle ici et maintenant, face aux injustices de notre temps, aux humiliations modernes, aux batailles que nous devons mener dans nos vies. Quelle serait notre réponse ? Choisirions-nous le silence et la résignation ou aurions-nous le courage de nous lever comme Yaa Asantewaa et dire non ? Avant de vous quitter, j'aimerais avoir votre avis. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai changé de matériel pour améliorer la qualité sonore. Est-ce que vous trouvez le son plus agréable, plus clair ? Vos retours me sont précieux, parce que ce podcast, je le construis avec vous. Et si cet épisode vous a touché, aidez-moi à faire grandir la chaîne. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et partagez ce podcast autour de vous. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.